Bonsoir et bienvenue dans ce second édito de Melkor intitulé Des tournées d'été, pourquoi faire? C'est un sujet qui revient très souvent sur le tapis, en fait plus ou moins tous les ans, du fait des claques que l'on prend à chaque fois, en fait plus ou moins tous les ans, dans l'hémisphère sud. Mais reprenons du début. Le premier match international est une rencontre Écosse-Angleterre qui a lieu en 1871. Pour votre culture, sachez qu'il s'agit d'une victoire écossaise, c'est important de le préciser, que c'était joué avec les anciennes règles, celles d'avant 1871 en fait, finalement, et que le sifflet utilisé a une petite histoire, il paraît que c'est le même qu'utilisé pour les matchs d'ouverture de la Coupe du Monde, par exemple. Pour la première tournée dans l'hémisphère sud, ce sera une équipe anglo-galloise qui se rendra en 1888 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Alors cette tournée est un petit peu particulière parce qu'elle a été organisée par des joueurs de cricket qui étaient déjà professionnels à l'époque et donc il y avait des soupçons de professionnalisme très mal vus par la Rugby Football Union, la fédération anglaise qui régnait à l'époque sur le jeu. Et en 1891, c'est la toute première tournée des Lions britanniques en Afrique du Sud. Quant à la première tournée de l'équipe de France, elle a lieu en Afrique du Sud en 1958. C'est le fameux grand combat du 15 de France, cher à Denis Lalanne, et l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire du sport français. Bon, tout ça bien sûr pour dire que ça ne date pas d'hier. Ces tournées étaient plutôt irrégulières jusqu'à la professionnalisation du rugby. Elles sont désormais pratiquement annuelles. Pour faire simple, au mois de juin, les équipes du 6 Nations vont dans l'hémisphère sud, et au mois de novembre, les équipes du Rugby Championship vont dans l'hémisphère nord. Ça va, j'ai perdu personne, vous vous accrochez, vous arrivez à suivre? En fait, il s'agit là d'une sorte d'échange. Échange de bons procédés pour la dimension sportive, bien entendu, mais aussi pour la billetterie. Ah bah faut faire tourner la boutique ma bonne dame hein. Elles font partie intégrante de l'histoire de ce jeu et permettent après les 6 nations de nous situer sur l'échiquier mondial en défiant les meilleures nations du monde sur leur terrain. Ces tournées sont prévues assez longtemps à l'avance, souvent plusieurs années. Elles sont le fruit d'arrangements entre les fédérations. Elles sont donc prévues au calendrier mondial de World Rugby. Elles ne tombent pas comme ça par surprise. À charge donc des diverses fédérations de faire place nette et de libérer leurs joueurs, et leur stade aussi pour les pays accueillants, aux dates prévues. Et c'est là que le bas blesse en ce qui concerne la France. Car la France, à cette rebelle, ne fait pas place nette. Non, la France, elle s'en fout. Elle a le top 14, le meilleur championnat du monde. D'après Canal, hein, qui pourtant diffuse aussi le Super Rugby, et le top 14, il prend de la place. Mais genre beaucoup de place. 14 clubs qui se jouent en match aller-retour, plus des barrages, plus des demi, plus la finale. Le Castres Olympique, champion de France, a joué 29 matchs de championnat, auquel il faut ajouter 6 matchs de Coupe d'Europe. Ils étaient dans la poule 4 et n'ont pas joué de phase finale, soit 35 matchs. Ce qui est beaucoup. Car le plus souvent, en dehors des doublons dont on ne va pas parler ici. Plus tard peut-être, mais là non. Les clubs ne jouent pas en même temps que le 15 de France, soit 3 semaines en novembre et 5 en février-mars. Tout en sachant que les 5 journées du 6 Nations s'étendent en fait sur 7 semaines. Ouais, le rugby c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Ce qui, ajouté aux 35 matchs potentiels de saison régulière, ah puis il y a aussi les phases finales de Coupe d'Europe, hein, soyons fous, ça arrive à certains clubs parfois, Toulon, Clermont ou le Racing dans l'histoire récente, nous donne 46 matchs possibles pour un joueur international, en 52 semaines. Vous ajoutez les 3 tests estivaux, ça fait 49. Il n'y a en fait que 3 semaines de marge, dans ce modèle très théorique. Hein. Bon, faire tenir tout ça dans le temps imparti n'est pas vraiment évident car il faut ménager une petite intersaison tout de même, pour finaliser le mercato par exemple. Et le plus souvent, le championnat de France s'arrête immédiatement avant le premier test estival, quand ce n'est pas carrément le même jour. Les joueurs de rugby sont des bons mecs, mais ne peuvent pas être à la fois au Stade de France et à l'Eden Park. Si en plus ils font pas d'efforts, d'où problème. Il va nécessairement manquer des joueurs dans l'équipe, des joueurs qui seront alors comme leurs collègues, complètement rincés par leur quarantaine de matchs d'affilée. Alors oui, je ne parle ici que des joueurs internationaux. De plus, on envisage ni ne joue une saison de 40 matchs comme une saison de 25. On utilise souvent l'image d'un marathon pour parler du top 14 et du sprint pour parler du rugby pratiqué par l'élite du rugby mondial. Le top 14 est un championnat énergivore qui phagocyte les joueurs, ce qui force le plus souvent les clubs à pratiquer un rugby plus restrictif et minimaliste, articulé sur la sacro-sainte trinité, conquête, jeu au pied, défense. Et où les contacts de plus en plus durs sont la norme. Et face à des équipes qui pratiquent un rugby qui tend vers un jeu de vitesse, un rugby total joué par des joueurs mieux préservés, souvent plus frais, gare à la déconvenue. Et c'est là que le drame arrive. Confrontés à une équipe déjà meilleure en valeur absolue, les Bleus volent le plus souvent en éclats, loin de chez eux, sous l'œil interrogatif des supporters que nous sommes. Alors ouais, la tournée en Nouvelle-Zélande en 2013, Fanny au deuxième test, et sinon le reste, bon, pas génial, même si le premier on aurait peut-être pu faire un petit match nul. Coucou Florian Fritz et Louis Picamol, c'est un petit peu dommage. Australie 2014, à part le deuxième test où on fait un 6-0, chose absolument incroyable, on se fait pourrir sur les deux autres, mais on prend 50 points au dernier, c'est une catastrophe. Afrique du Sud 2016,
Voilà, je crois qu'on marque 2 essais sur l'ensemble de la tournée. Sinon on prend 40 points quasiment à chaque fois, donc bravo. Et la tournée en Nouvelle-Zélande là qui est en cours. Bon, vous connaissez le tableau. Mais bon, me direz-vous, après tout, pourquoi pas? C'est comme ça, c'est comme ça. C'est pareil ailleurs, non? Non, non, il n'y a que chez nous que c'est autant le bordel. Sans forcément s'imposer, Anglais, Irlandais, Gallois font souvent mieux que rivaliser avec les équipes du Rugby Championship. Il faut bien le dire, cette problématique des tournées est une problématique purement franco-française. Les Écossais ont gagné en Australie l'an dernier, par exemple, souvenez-vous. L'Irlande y a gagné cette année. Les Gallois viennent d'écraser l'Argentine. Les Anglais marquent pas mal d'essais, même si ils perdent en Afrique du Sud, ils marquent quand même quoi, pas mal. Alors que nous, voilà quoi. Ouais, et puis les Anglais ils ont rien à prouver, hein. Ils ont gagné 3 test matchs en Australie il y a pas si longtemps, donc bon, on n'a pas trop à la ramener quoi. Dis quoi encore une fois? Dis-le encore une fois! Allez, dis quoi? Vas-y, répète-le! Je te mets au défi de dire quoi? Une fois de plus, allez, dis-le pour voir! Bref. Du coup, proposer purement et simplement de supprimer ces fameuses tournées au prétexte qu'elles fatiguent les joueurs, ou qu'ils ne sont pas compétitifs, ou qu'on ne gagne pas, ou je ne sais quelle autre raison invoquer, des histoires de passeports perdus par exemple, est parfaitement hors de propos. Ce ne sont pas les matchs de l'équipe de France qui fatiguent les joueurs, c'est le top 14 qui les presse comme les citrons de la mi-temps. Ce ne sont en aucun cas les matchs du 15 de France qui sont de trop. Le problème étant franco-français, la solution se doit également d'être franco-française. C'est au championnat domestique de s'adapter, de changer son calendrier, certainement pas à l'équipe de France. Alors quelle modification? Top 12, top 10, top 16 avec 2 poules, ligue fermée. Ça c'est un autre débat, et c'est à voir. Mais ce n'est pas près d'arriver, car Moed Altrad a raison, quoi qu'on en dise, les clubs sont des entreprises, et il est hors de question pour eux de voir s'envoler des dates de championnat et leur cortège de billets, abonnements et droits TV. Et ceci est autant valable pour les cystes du MHR que pour les gars du Castre Olympique. Et donc, une fois de plus, on en est là. L'équipe de France d'un côté, le top 14 de l'autre, de timides avancées, des liens ténus de part et d'autre, des joueurs pris entre le marteau et l'enclume, parce que bien sûr, il y a d'autres problématiques. Les mises à dispo, les plages de repos et de développement, les compensations financières pour les clubs, les fameux doublons, le contingent de joueurs non sélectionnables en top 14. Mais bon, dès qu'ailleurs ça paiera plus, ils iront ailleurs, hein. Au Japon par exemple. Sans oublier les supporters, c'est dindons de la farce. Jusqu'ici ils ont été plutôt conciliants, mais entre la chute des licences, des abonnés à Canal, la fréquentation des stades, pas forcément à la hausse, peut-être a-t-on assez avalé de couleuvres comme ça. Ces tournées ont fait la réputation et la grandeur du rugby français, ne gâchons pas tout, sauf à revoir entièrement l'organisation du rugby mondial, avec tour de qualif pour la Coupe du Monde, pourquoi pas, voire même carrément à un euro du rugby. Mais comme le narrateur le dit dans Conan le Barbare, ceci est une autre histoire. Bon, c'est pas pour la ramener, mais ça changera rien, il faudra faire de la place quand même, hein. Et voilà, c'est tout pour ce second édito de LFR. J'espère que ça vous aura intéressé. Je compte sur vous pour rebondir dans les commentaires, pour lâcher un pouce bleu. Quand même, c'est plutôt intéressant pour le référencement de la chaîne. Partagez la vidéo pour inviter plus de monde dans le débat. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!